Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, une croix gammée en cours de géométrie. À Saint-Clément-de-Rivière, une enseignante a fait le choix de ce support contestable dénoncé par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. En Ligue 2, les Crocos se préparent à recevoir Auxerre pour le dernier match de la saison et les adieux de Nicolas Bénézé à son club formateur. Et puis en fin de journal, je vous emmène au nord du Gard, à Méjeanne-le-Clap, où deux amoureux de spéléologie ouvrent une grotte privée au public, un gouffre d'une centaine de mètres qui abrite notamment des stalagmites hors normes. Et tout d'abord, ce trafic de stupéfiants démantelé dans un lycée à Montpellier, quartier de la Mosson. Alerté au mois de février, la police a interpellé hier un jeune homme de 19 ans. Alors qu'il devait passer son bac d'anglais, cet élève a passé sa journée en garde à vue. De la résine de cannabis a été saisie chez lui, mais surtout dans un box, 10,9 kilos en tout. Le propriétaire du conteneur est âgé de 35 ans, déjà connu des services de police. Il a également été interpellé, tout comme 15 consommateurs, essentiellement des lycéens. L'essentiel du trafic se faisait apparemment dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Écoutez. Le trafic était en deux aires géographiques, sur la Paillade, sur la voie publique en tant que telle, et effectivement autour d'un établissement scolaire et dans un établissement scolaire, puisque l'individu que nous avons interpellé, pour une bonne partie de son trafic, il l'effectuait au sein de cet établissement. Il le faisait même à l'intérieur du centre de documentation, des vérifications qu'on a pu faire. Effectivement, il était un petit peu chez lui dans cet établissement. Oui. On a réussi à déterminer un nombre aux alentours de 60 lycéens qui sont pour une part des jeunes garçons, mais également des jeunes filles de 16, 17 et 18 ans environ. Donc c'est vrai que 60 personnes, c'est énorme et l'enquête n'est pas finie et nous permettra peut-être d'aboutir à plus de clients encore. Une swastika pour expliquer la géométrie à des élèves de primaire. C'est le faux pas commis par une enseignante à Saint-Clément-de-Rivière cette semaine. Alertés par leurs enfants, des parents d'élèves ont dénoncé l'utilisation de la croix gammée comme support pour un cours de maths. Les détails, Mouadelia Kabi, Morgane Jacob et Justine Pradel. Et si ce n'était qu'une tempête dans un verre d'eau ? Selon la première version donnée par l'Académie de Montpellier, tout laisse à penser que ce ne serait qu'une maladresse plutôt qu'un acte de malveillance. Tout débute vendredi lors d'un cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Dans leur exposé, les élèves dessinent une croix gammée, une forme que la plupart ne connaissaient pas. L'institutrice utilisera ses dessins pour le cours des géométries qui a lieu après, avant de se raviser. Elle s'est aperçue au cours de ce travail qu'elle avait commis une erreur et donc elle a récupéré tous les travaux des élèves sur lesquels ils avaient pu être amenés à construire et à dessiner des croix gammées. Après le week-end de Pentecôte, des parents viennent se plaindre à la directrice qui s'entretiendra par la suite avec les élèves. Et ni la direction ni les parents d'élèves n'ont sollicité l'académie qui ne réagit qu'une fois l'affaire parue dans les médias. Et pour l'instant, elle n'accable pas l'institutrice. Il n'y a rien à la fois dans la manière dont les faits se sont déroulés, dans sa réaction, dans son travail ordinaire, habituel d'enseignante, il n'y a rien qui puisse nous laisser penser qu'il s'agit d'autre chose que d'une maladresse, que d'un choix inopportun. Il n'y a aucune raison de penser a priori qu'il puisse y avoir là une quelconque manifestation, soit de provocation, soit de conviction. L'enseignante sera reçue par l'inspecteur académique demain matin et c'est à l'issue de cet entretien que l'académie se prononcera. ICAD veut se séparer d'Odysseum. Le promoteur et gestionnaire du centre commercial de Montpellier détient 50% des parts, l'autre moitié appartenant à Clépierre. ICAD souhaite donc recentrer ses activités sur l'immobilier de bureau. Il y a 3 ans, le promoteur avait racheté les murs de la partie ludique du site à la société d'aménagement de la région de Montpellier. Les bases de l'Institut Confucius posées hier à Montpellier, un lieu dédié à la langue et à la culture chinoise pour renforcer les liens déjà très présents entre Montpellier et la Chine et notamment sa jumelle Chengdu, un projet porté par la ville et l'université Montpellier 2. Écoutez. Depuis 30 ans, les liens se sont renforcés au fur et à mesure et cet Institut Confucius qui se crée va être le 15e en France et va être le premier de toute la région et c'est important aujourd'hui, notamment non seulement pour les étudiants, mais aussi pour le secteur économique. Je crois que c'est très important aujourd'hui que dans le secteur économique, les responsables puissent apprendre le chinois et il y a plusieurs entreprises qui déjà travaillent en Chine, comme Sanofi, comme les frères Pourcel, voilà. Donc je parle Orchestra, donc c'est très important. Dans le monde actuel, évidemment, la Chine est un partenaire de plus en plus important
et qui se mesure par le nombre déjà de lycéens et d'étudiants. Il y a plusieurs centaines d'étudiants chinois sur Montpellier et il est important effectivement, par symétrie avec ce qui se passe en Chine dans l'apprentissage du français, la culture française, qu'on développe ce type d'institut dans une ville comme Montpellier. Et le 15e Institut Confucius de France devrait donc ouvrir ses portes début septembre, quartier Port-Marianne, non loin de la future école primaire Chengdu. Et ce sera l'une des œuvres architecturales remarquables de Montpellier. La première pierre du nuage a été posée hier soir, quartier Port-Marianne, face au miroir d'eau. L'immeuble imaginé par Philippe Starck comprendra 4 étages avec notamment des espaces sportifs et commerciaux. Un bâtiment tout en légèreté, mais aussi un véritable défi technique. Écoutez. On est une équipe de maîtrise d'œuvre très solide et il le faut pour ce projet. Donc ce projet qui exprime la légèreté mais qui demande une complexité de travail et de compétences. Voilà, le nuage qui devrait être achevé à l'automne 2014. On passe au foot et le Nîmes Olympique qui prépare son dernier match de la saison. Les Crocos accueillent Auxerre demain soir au Costières pour le compte de la 38e journée de Ligue 2. Un match à la saveur particulière pour Nicolas Bénézé qui a porté pendant 10 ans les couleurs de Nîmes et qui va quitter le club, annoncé à Bastia et dans d'autres équipes sudistes de Ligue 1. L'attaquant nîmois a évoqué ses souvenirs au micro de Christophe Chez. Ce sera sûrement ma dernière au Nîmes Olympique, après ces 10 ans passés ici. Donc voilà, ça fait on va dire un peu d'émotion. Et après pour l'équipe, voilà, on se doit de gagner ce dernier match à la maison qui est important et pourquoi pas gagner encore une place si le Havre fait un faux pas. Donc il est important pour tout le monde, pour nous, pour moi, pour le public. Ils m'ont accueilli quand Montpellier m'a pas gardé, donc moi je dois tout à ce club. J'ai fait toute ma formation ici, donc c'est ici mon club de cœur que j'oublierai pas, quoi. Le déclic, c'était le match de Coupe Gare-Lozère il y a 3 ans, je crois. Ce match-là, c'était le déclic. Et après, de là, je suis parti, je suis monté en performance. Et c'est là que je me suis dit, voilà, c'est cette année ou jamais. C'est le projet insolite d'un gardois amoureux de spéléologie. En 2007, avec un ami tout aussi passionné, il achète le terrain situé au-dessus d'une grotte. 6 ans de formalités administratives et de travaux d'aménagement plus tard. Le site sera ouvert au public au 1er juin. Visite guidée de la Salamandre, Olivier Michel. Mais Jeanne Leclap a ses gorges de la 16 et aura désormais son incroyable grotte de la Salamandre. Explorée en 1964 pour la première fois, elle a été aujourd'hui aménagée par 2 amis spéléologues qui l'ont découverte en 1969 et 1976. À l'époque, je dois dire que j'avais pas perçu les qualités touristiques de la grotte. Pour moi, c'était simplement un grand volume énorme et surtout beaucoup d'adrénaline lorsque nous descendions le puits en rappel. C'est un ami spéléologue professionnel et désormais associé qui convaincra l'investisseur parisien de porter son regard vers la veine de la Salamandre. Objectif, faire découvrir ce gouffre de 100 mètres de diamètre au plus grand nombre et paradoxalement protéger ses concrétions de certains spéléologues. Il n'y a pas une photo de la Grande Salamandre où les spéléos sont pas, voilà, sur la concrétion. Et en réalité, on a sali cette cavité. On l'a, et moi j'avais un rêve depuis des années, c'était de karchériser la Grande Salamandre. Parce que je trouvais ça aberrant qu'on soit tout le temps en train de monter sur les concrétions. Et depuis que je joue avec un karcher dans la Grande Salamandre, parce que c'est ça que ça m'a permis de faire, et ben voilà. Voilà les vraies couleurs, parce que pas un spéléo n'a vu les couleurs de la Grande Salamandre. Aujourd'hui, les concrétions s'offrent sous leur couleur originelle, mais sont aussi magnifiées par une mise en lumière du site. Un site accessible aux personnes à mobilité réduite, mais aussi en rappel par le puits d'entrée originel de la veine. Regardez la descente, c'est un puits de 50 mètres qui crève le plafond à 30 mètres du sol. Donc on descend la première partie du puits contre paroi, et puis d'un seul coup, il n'y a plus de paroi. Et c'est un énorme vide qui s'ouvre devant nous. Donc là, on se rend compte que la salle est très grande. Une salle dans laquelle vous pourrez découvrir stalactites, stalagmites, orgues et draperies, ainsi que particularité du site, d'énormes piliers effondrés, probablement suite à des tremblements de terre. Des mystères géologiques façonnés par l'eau à découvrir pour la première fois à compter du 1er juin prochain.
Et pour terminer ce journal, je vous emmène chez nos confrères du quotidien régional Midi Libre. À la rédaction en chef aujourd'hui, Daniel Guichard. Il faut dire que le chanteur originaire de Sauvian connaît bien la région. Et c'est aux manettes du journal qu'il a appris aujourd'hui le décès d'une autre figure de la chanson française, Georges Moustaki. Reportage Jean Brun. Je me suis intéressé dans tous les réseaux, des Auchan, des Carrefour, des... Donc un reportage à voir très bientôt sur TV Sud, donc dès demain dans le journal d'Olivier Roiran que vous retrouverez à 19h30. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur TV Sud à 10h. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Et je vous le disais, demain à 19h30, vous retrouverez Olivier Roiran pour votre édition locale. Passez une excellente soirée sur TV Sud.